compris que de dures épreuves le guettaient, ainsi que tous les chiens aux muscles forts, au pelage long et chaud, qui vivaient sur la côte du Pacifique de San Diego au fjord de Puget. Une poignée d'hommes se frayant un chemin dans la pénombre des régions polaires venait de trouver des gisements de métal jaune. Immédiatement, des compagnies de transport maritime avaient décidé d'exploiter cette découverte. Des milliers de... Avec Isabelle Builit, psychologue, et Céline Thévenet, professeure des écoles, nous avions, dans l'épisode précédent, découvert les surprises que peuvent nous réserver les enfants de l'atelier Minute Cosette proposé à l'ITEP Saint-Antoine de Chinon. Dans ce second épisode, c'est de l'émergence du désir de lire dont nous allons parler. Donc sur le passage que vient de lire Céline, il y a des mots comme ça qu'ils attrapent et qu'ils commentent ou qu'ils questionnent. Métal jaune, l'un d'entre eux a tout de suite compris que c'était de l'or, on est à l'époque des pionniers, ça va être utile pour le reste du groupe pour comprendre et avancer dans la compréhension de l'histoire. Véranda, l'un d'entre eux dit mais non, mais véranda c'est un mot d'aujourd'hui. Et donc il y a comme ça une discussion sur ça se passe à quelle époque, comment on parlait à l'époque d'avant, est-ce que ce mot-là, au fond lui il croyait que c'était un mot d'aujourd'hui et puis finalement non. Il y a aussi une surprise de l'un d'entre eux à une autre occasion où il nous demandait mais vraiment il y a écrit des gros mots, on peut écrire des gros mots dans un livre. Ça appelle chez eux quelque chose qui va calmer la pulsion. Ce livre-là, L'appel de la forêt de Jack London, permet de discuter de la différence entre la civilisation et la nature. Et ça, pour moi, ça a tout de suite résonné sur qu'est-ce que c'est que d'être civilisé. Ça veut dire, au fond, qu'on peut un peu se contrôler. C'est des questions aussi qu'il pose et que j'attrape et qui résonnent pour moi et qu'on peut développer et approfondir. C'est l'histoire d'un chien qui est apprivoisé, qui est domestique au début de l'histoire et qui peu à peu étant retiré de son environnement va être comme ça de plus en plus appelé par la nature. Même s'ils comprennent pas dans les détails, ils comprennent globalement et ils ont compris qu'il y avait quelque chose de royal chez ce chien par exemple. Et c'est vrai qu'à 2 reprises, je crois que le mot est employé, et c'est décrit d'ailleurs comme ça, comme un chien avec une certaine noblesse. Donc c'est vrai que là, c'est un moment où peut s'éveiller le désir, peut s'éveiller aussi le désir de lire, et le désir, il est aussi en jeu de notre côté, dans le sens où on aime lire à haute voix, et on aime les livres. Même si au départ, c'était pas gagné, qu'il fallait même l'imposer, il faut l'imposer ce temps. On est toujours obligé de... Alors, voilà, on c'est est obligé de l'imposer à tous ceux qui ne connaissent pas. Donc faut vraiment avoir envie de Ah il y a bah quand même un oui. désir peut-être. Et puis c'est la question du doux forçage aussi, dont parle, je crois que c'est Antonio Di Ciaccia, c'est-à-dire qu'il y a des moments, il faut un peu insister. On ne peut pas que attendre que les choses se passent, sinon il se passerait pas grand-chose. Au tout début, j'avais des non-lecteurs et ça me permettait de leur expliquer ce que c'était que lire. Que lire, c'était se raconter une histoire dans sa tête. Et au début, il y en a, quand on leur dit ça, ils comprennent pas du tout ce qu'on veut dire. Et je leur disais, à un moment donné, quand vous allez bien réussir à lire, vous allez voir les images dans votre tête. Et t'en as qui parviennent, au bout d'un moment, qui comprennent ce qu'on veut dire, et t'en as quelques-uns qui n'y parviennent pas du tout, et pour lesquels, du coup, c'est très dur de suivre l'histoire, parce que vraiment, il y en a qui te disent, moi, il n'y a rien qui se passe, je vois rien. Pour ceux-là, qui sont quand même une minorité, on leur demande de rester quand même jusqu'à la fin de l'histoire. On va pas forcément insister cette année-là pour reprendre. Oui. On diffère à l'année suivante quand parce que clairement il s'est passé quelque chose et qu'ils ont pu accéder un peu à des images mentales en fait. En fait, c'est des allers-retours continuels, c'est-à-dire que tantôt on désire trop pour eux, tantôt on désire pas assez, et que on cherche tout le temps le curseur, parce que si c'est pas assez,
c'est place à l'agitation et à l'agressivité. Et si on désire trop pour eux, eh ben, ils y sont plus. Finalement, est-ce que l'orientation psychanalytique, lacanienne, freudienne, est-ce que ça sert à quelque chose en institution? Moi, je crois que j'aurais arrêté depuis longtemps si j'avais pas ces outils-là, ces concepts qui sont le transfert, la pratique à plusieurs, le désir, toutes ces notions-là traversent un peu et m'aident à continuer. Là où le réel pourrait nous plomber et dire bon, j'arrête et je vais faire autre chose. Et c'est quoi le réel là chez ces jeunes? Une institution. Le réel, c'est la répétition, c'est ce qui recommence, c'est ce qui insiste, c'est ce à quoi on se cogne, c'est ce pourquoi il n'y a pas de mots tellement c'est massif et chaotique. Et c'est pour ça que moi je note absolument ce qu'ils disent pour remettre ça bout à bout et se dire ah il est là, et là on peut le suivre, et là ça on peut en faire quelque chose et on peut... Finalement quand ils disent non j'aime pas, je veux pas, vous n'avez pas pris ça pour du désir chez eux. On ne prend pas ça comme un frein en tout cas. Parce qu'on leur explique que... Alors déjà, nous, quand on leur présente un livre, c'est qu'on l'aime le livre, enfin, qu'il nous a plu. Donc on leur explique que pendant les grandes vacances, on lit beaucoup, qu'on prépare. Et le fait qu'on ait préparé pour eux quelque chose déjà, ça les interpelle. Et qu'on leur dise, tu vas voir, je te raconte... Enfin, ce livre-là, si on choisit de vous lire, c'est que nous, il nous a plu, donc on veut leur faire partager quelque chose qui nous a plu. L'orientation de la psychanalyse, moi, elle me permet de faire le tri dans ce qu'ils disent, de savoir qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je laisse. Et c'est que de la merde et c'est nul, je laisse. Et je sais plus... ça m'a fait ému, un jour il y en a un qui dit ça m'a fait ému. Bon, ça, on garde. Mais Buck ne lisait pas les journaux, et il ignorait que Manuel, l'un des aides-jardiniers, était un individu peu recommandable. Manuel avait une passion, la loterie chinoise, et une faiblesse, l'aveugle confiance en un système. Il courait donc droit à sa perte, car jouer selon un système exigeait de l'argent, alors que ses gages suffisaient à peine à faire vivre sa femme et ses nombreux enfants. Le soir mémorable où Manuel Ce qui fait aussi que ce moment est un peu inédit, que c'est peut-être un peu une parenthèse dans la semaine, dans leur semaine, et qu'on est aussi dans un autre rapport avec eux, c'est que y a plein de moments où on leur dit mais non mais je sais pas ce que ça veut dire ce mot-là, moi non plus je ne sais pas. Oui, on cherche aussi. Et donc on se fait, on est un peu décomplété à ce moment-là, on est un petit peu à leur niveau. Et par exemple dans le passage que tu as lu, la loterie chinoise. On ne pouvait pas dire précisément ce que c'était que la loterie chinoise, et là ils découvrent ah mais tu sais pas tout. Ça aussi c'est une découverte, la maîtresse ne sait pas tout. Puis de toute façon ils vont au bout, et qu'au bout on leur propose de faire des petits quiz de questions pour nous, parce qu'on leur explique bien que nous on a beaucoup moins bien suivi qu'eux, et que qu'ils ont eu les capacités à suivre l'histoire, et qu'on n'arrive pas toujours à faire nous toutes les deux. Et on leur propose de nous poser des questions en essayant de chercher des questions pièges, et ça les amuse, et du coup de voir qu'on peut être à la place de ceux qui ne savent pas, c'est chouette pour eux aussi, ça les met dans une autre place qui est toujours valorisante. Voilà. Puis comme ils retiennent les détails, ils peuvent nous questionner, ils peuvent nous avoir tout petits détails qu'on aura oublié. Personne ne vit Manuel et Buck traverser le verger. Pour Buck, il ne s'agissait que d'une promenade. Un seul homme les vit arriver à la petite gare appelée College Park, simple halte facultative. Il échangea avec Manuel quelques mots, il y eut un cliquetis de pièces de monnaie. « On attache la marchandise avant de la livrer », fit observer l'homme d'un ton bourru. Manuel... Et si on revient un peu aussi au récit de Jack London, qui me fait penser à un moment donné, les chiens se mettent à voler de la nourriture parce que y a plus rien à manger et qu'ils ont très faim. Et donc il y a comme ça des commentaires qui viennent, ils disent il vole parce qu'il est méchant. Et ça permet aussi un petit peu de discuter sur ils sont très vite dans un certain binarisme entre il y a les gentils, il y a les méchants, il y a ce qui est bien, il y a ce qui est mal. Et voilà, là on pouvait revenir sur le fait que quelquefois on ne vole pas que parce qu'on est méchant,
mais par nécessité. Et donc, ça introduit aussi beaucoup de nuances, et ça permet d'introduire aussi quelque chose qui, chez eux, est plus difficile à dialectiser, à assouplir dans les idées. Et puis, bon, ça c'est une difficulté peut-être liée à l'époque, mais on est souvent amené à les aider à faire la différence entre les faits et les opinions. Faire la différence entre ce qu'on va constater et qui est indiscutable et mon point de vue. Mon point de vue, ce que je pense, ce qui est mon idée et qui ne relève pas de la vérité, au fond. Ça, c'est assez compliqué et ça permet ça aussi. Il y a une confusion entre subjectivité et objectivité. Le récit permet d'objectiver un peu les choses, on a tous entendu la même chose au même moment, et après on peut discuter, qu'est-ce que ça me fait ? La colère d'un roi enchaîné fit flamber ses prunelles. L'homme bondit, voulut le saisir à la gorge. Buck fut plus prompt, il lui planta ses crocs dans la main, et ne lâcha prise que lorsque de nouveau il suffoqua. « Il a comme ça des crises nerveuses, expliqua l'homme en cachant sa main ensanglantée à l'employé que le bruit de la courte lutte avait attiré. « Je l'emmène à San Francisco. Il y a là-bas, paraît-il, un vétérinaire de première qui croit pouvoir le guérir. »